Nous commençons donc notre première table ronde qui sera traduite simultanément. Nous avons quelques internationaux qui sont là, avec le sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment et que nous devions de traiter, qui est donc la résilience et le développement durable. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nos fabricants, qui sont pour beaucoup dans une démarche éco-responsable, ont un petit picto qui le signale. Donc on a pris le soin de les mettre en avant et d'en parler. Et Johanna Wagner, qui est la modératrice de cette table ronde, me parle de développement durable déjà depuis 2-3 ans en me disant il faut absolument qu'on mette ça en avant. Donc je te remercie d'avoir insisté, d'y avoir pensé. Je remercie nos intervenants d'avoir travaillé sur cette table ronde parce qu'ils ont pris du temps pour ça. Je vous prie de vous installer. Je peux peut-être vous présenter pendant que vous montez sur l'estrade. Donc Johanna Wagner, fondatrice de la société Upside Up, qui est un asset manager. Bertrand Pulès, managing partner d'Extend AM. Édouard de Schepper, président de Wayne-Bridge The Collection. Solène Devis, deputy general manager de Oco Hotels. Et Marie Carcassonne, fondatrice de Dynamo FF&E Procurement. Je vous passe la parole. Bien sûr, je vous invite à poser des questions après. Ne comptez pas trop sur moi pour le faire. J'ai assez parlé comme ça. Vous serez plus à même de poser les bonnes questions. À vous. Merci Yumna. Et merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation à Yumna et moi pour parler des investissements durables et résilients. On en parle aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je pense que beaucoup d'entre vous ont une idée de ce que représente le tourisme dans l'économie française. On a des chiffres autour de 7-8% en 2018, mais peut-être pas ce que ça représente en termes d'émissions carbone. Et en l'occurrence, c'est plus que ces 7-8%, on est au moins autour de 11%. Donc je pense que c'est une parmi d'autres raisons pour en parler aujourd'hui. Une autre, c'est qu'on est des professionnels de l'hôtellerie, tous ici, mais on est aussi des citoyens de plus en plus engagés et informés. On est des parents, des oncles, des tantes qui pensons aux futures générations. Et en tant que citoyens et professionnels, on peut faire quelque chose, chacun à notre échelle. Donc ça me paraît important qu'on l'évoque ensemble. Et on va l'évoquer de deux prismes. Et on va commencer par le premier, qui est celui un peu de la contrainte, on va dire, puisqu'on a de plus en plus de régulation, de réglementation autour de la RSE, de l'ESG, et ce qui nous contraint un peu tous professionnellement à faire quelque chose. D'où ma première question pour vous, qui est sur quels critères prendre ces décisions autour de l'engagement RSE et quels sont éventuellement les freins côté dirigeants, actionnaires peut-être, pour y arriver. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par, je ne sais pas, Solène, qui a déjà avec le groupe Oco bien engagé sa transition vers des opérations plus durables, les freins peut-être, et à l'inverse, les exigences auxquelles vous essayez de répondre? Alors la première question, celle que pose Johanna, celle du critère, quand on se lance sur ces sujets-là, elle est assez vertigineuse, parce qu'on a des labels absolument partout, qui ne sont pas forcément communs, qui ne sont pas forcément extrêmement clairs. Donc, est-ce qu'on se dit on fait son meilleur effort? Est-ce qu'on se dit on fait ce qui est réglementaire? On essaie d'anticiper aussi le futur de la législation. C'est pas très facile. Nous, pour justement un peu essayer de mieux naviguer dans tous ces sujets, déjà, on a vraiment cette politique de faire véritablement le mieux possible. Donc, à chaque étape du projet, que ce soit la construction, le choix des équipements, le choix des matériaux, le fonctionnement de nos établissements, quand on peut le faire, on le fait. C'est pas compliqué de mettre une douche à la place d'une baignoire, de dire à Cédeco, nous, c'est 100% de matériaux made in Europe. Voilà, il y a des tas de choses extrêmement simples qu'on peut mettre en place dès le début. Après, il y a des choses qui demandent une réflexion et une véritable stratégie. Et nous, pour avoir un petit peu une boussole dans tout ça, on s'est fixé sur la démarche de l'étiquette environnementale. Donc, vous avez tous acheté un jour de l'électroménager. Vous avez A, B, C ou D qui vous indique l'impact carbone de l'équipement que vous achetez. Il existe désormais la même chose dans l'hôtellerie. Donc on ne le sait pas encore forcément tous. C'est une démarche qui a été lancée
en collaboration avec l'ADEME. Et on est plusieurs groupes hôteliers et indépendants à l'avoir mis en place. Donc ça nous permet de communiquer directement à nos clients, mais aussi à nos investisseurs, à nos collaborateurs, l'impact environnemental d'une nuitée chez Oco Hotel. Donc nous, l'intégralité du groupe Oco a cette étiquette environnementale. Et pour progresser dans cette démarche, on se fixe chaque année 2 actions à l'échelle du groupe et une action dans chaque établissement pour faire progresser cette note. Eh bien, du coup, merci d'avoir engagé la discussion sur cette étiquette environnementale, puisque je crois que Extendam aussi s'y est mis. Donc, il va peut-être pouvoir nous en parler, Bertrand. Oui, on s'y est mis, mais avant, pour rebondir sur toutes les problématiques qui sont liées au RSE ou à l'ISR, où tu parlais de freins, je ne sais pas s'il faut voir ça comme aussi une opportunité, parce que c'est tout ce qui est l'investissement socialement responsable est une lame de fond qui déferle sur l'investissement mondial. Donc cet investissement responsable, directement, il devient incontournable dans tous les projets qu'on regarde. Ça devient même une norme, alors chez Extendam, mais aussi chez nos confrères. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on regarde un dossier avant d'investir dedans, il faut qu'on pense quelque part à ces critères qui sont importants. Donc aujourd'hui, pourquoi on le fait? On le fait d'abord par conviction. On va le faire aussi pour nos clients. Ça correspond à une vraie demande de la part de nos clients. En 2016, ils étaient un peu plus de 30% à faire attention, je dirais, à toutes les problématiques RSE dans nos établissements. Et maintenant, en 2021, ils sont à plus de 50%, même si jamais il y a eu un accélérateur qui est dû à cette triste période. On le fait aussi pour nos collaborateurs. C'est important pour eux, c'est important de les embarquer. Je suis sûr que Solène ou vous-même, la période qu'on a eue avec moins d'activité, c'est une manière aussi de former et fédérer tous nos collaborateurs autour d'un projet commun. Et puis on le fait aussi pour nos autres partenaires, et je pense plus particulièrement aux banquiers. Aujourd'hui, dans tous les actifs que l'on est amené à reprendre, les critères RSE sont indispensables. Les banques nous demandent d'argumenter et de prouver que tous les euros qu'on va investir dans nos projets vont servir à quelque part à sauver la planète. Et je pense que ces contraintes vont augmenter de plus en plus. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a de vrais enjeux pour vous, pour accompagner vos clients sur toutes ces problématiques-là et tous les enjeux liés au B2B là-dessus. Je pense que vous avez un boulevard. Souvent, nos partenaires exploitants y vont. Au début, c'était d'une manière un peu obligée, avec un manque de conviction. Ils voyaient assez rapidement, je dirais, les gains qu'ils pouvaient faire à travers l'énergie et autres. Et puis ensuite, ils ont considéré que ça devenait assez rapidement un centre de coût. Mais on arrive à les embarquer et finalement leur dire oui, ça peut être un centre de coût, mais si jamais tu te projettes sur le long terme, tu vas réussir à avoir un retour sur investissement avec ton client qui va être plus content, avec tes collaborateurs qui vont devenir plus fidèles. Et c'est à toi d'incarner cette stratégie-là pour embarquer tout le monde. Voilà. Merci. On va peut-être se tourner vers Marie aussi, qui est justement au tout début du cycle, souvent d'une création d'hôtel ou d'une rénovation. Comment, au tout début, on peut équiper un hôtel conformément à ces critères-là ? Disons que nous, alors pour tout ce qui est la partie FFNI, parce que toi tu parles en effet de l'affichage environnemental en termes d'exploitation, la nuit d'hôtel, après il y a tout ce qui est construction, rénovation avec des certificats comme BREEAM, LEED, etc. Mais pour le FFNI, en vrai, il n'y a pas grand-chose qui existe, ou alors beaucoup trop, c'est-à-dire il y a plus de 450 labels, impossible de s'y retrouver, sans compter les agences de notation, sans compter les certificats. Et nous, en tant qu'acheteurs, on s'est vraiment posé la question de comment, sachant qu'en plus, nous, on est intermédiaire, donc on n'est pas investisseur, on n'est pas hôtelier, ce n'est pas nous qui achetons, on achète pour le compte de clients. Donc on s'est posé la question de comment, nous, on pouvait essayer d'améliorer tout le process achat, depuis l'approvisionnement et le cycle de vie, parce qu'un FFNI dure à peu près 7 ans. En gros, qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 7 ans ? Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on est devenu entreprise à mission.
Donc ça paraît tout bête, mais c'est un énorme boulot. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'entreprise à mission, mais en tout cas, c'est une entreprise qui a été créée, un statut qui a été créé par la loi Pacte de 2019 et qui n'est pas simplement justement un label, c'est véritablement engageant. C'est-à-dire qu'on doit apporter des preuves, on doit missionner un comité de mission qui nous audite très régulièrement et on doit mettre en place des actions. Et ensuite, ce qu'on s'est posé comme question, c'est OK, nous, quel rôle on peut jouer ? Et là, ce qu'on propose maintenant à nos clients, c'est simplement de faire un état des lieux des fournisseurs. Parce qu'il y a des fournisseurs, comme disait Yumna, qui sont déjà engagés dans cette démarche. Il y en a qui le sont sans vraiment le savoir, en réalité, ou en tout cas qui ne le font pas savoir parce qu'ils n'ont pas de label ou parce qu'ils n'ont pas de certificat. Et d'autres qui ne sont pas vraiment encore dans cette démarche-là. Et donc, nous, ce qu'on propose pour l'instant, c'est de faire simplement un état des lieux, de savoir ceux qui sont dans cette démarche, ceux qui souhaitent l'être, et auquel cas on peut les accompagner, parce qu'on commence à connaître assez bien tous les acteurs tout au long du cycle de vie, depuis la logistique, l'emballage, la production, l'installation, et puis la fin de vie. Il y a plein de façons de donner fin ou une deuxième vie plutôt à des FFNI. Et donc cet état des lieux permet de poser des indicateurs. En fait, c'est de dire, à partir du moment où on commence à avoir des indicateurs, à partir de là, on peut commencer à progresser. Sachant que quand on se lance dans cette démarche, c'est pas qu'on est mauvais et qu'un jour on devient bon, c'est ce que tu disais, c'est une démarche de progression continue, on s'arrête plus. Et donc, voilà, là pour l'instant, c'est ça qu'on propose. Et ce qui est chouette, c'est que les clients sont hyper réceptifs. Ils n'y pensaient pas forcément tout seuls au départ, mais quand on leur propose, ils sont tous complètement OK pour le faire. Et donc, nous, ça nous aide parce que on envoie un questionnaire au fournisseur et pareil, le fournisseur, s'il ne sait pas forcément bien répondre. Si on est appuyé par le client, ça aide. Et c'est pas du tout contraignant. Au contraire, c'est vraiment dans une démarche d'amélioration, de progression. On est aussi devenu membre d'Ecovadis. Alors, Ecovadis, c'est une agence de notation indépendante. Et pareil, on incite nos fournisseurs à se faire noter par Ecovadis, précisément, qui note sur 4 piliers différents. Enfin voilà, nous, c'est notre façon de contribuer à l'amélioration de ce mobilier. Et toi, tu parlais de l'affichage environnemental. Et pareil, on est en discussion avec le FCBA, qui est un organisme indépendant avec une mission de service public avec l'ADEME, pour voir comment on pourrait travailler sur cet affichage environnemental du mobilier, sachant que c'est extrêmement complexe parce que bien souvent, c'est du mobilier sur mesure, donc avec des petites quantités par rapport à du mobilier du commerce. Mais voilà, tout ça sont les actions qu'on met en œuvre et les clients sont vraiment réceptifs et les fournisseurs de plus en plus. Donc c'est très positif, mais c'est vraiment c'est un amorçage, quoi. On est au tout début. Et ce qui est intéressant avec ces indicateurs, c'est que je pense que si on a la même discussion dans 2 ans, je pense qu'on ne sera plus du tout au même niveau. Il y a une sorte d'accélération aussi. Et c'est passionnant. Honnêtement, moi, je trouve ça passionnant. Voilà comment on contribue, nous, à notre niveau. Merci beaucoup, Marie. Alors ça, c'était un peu la première étape, on va dire, se conformer à des nouvelles attentes, mais aussi à des nouvelles régulations présentes ou à venir. Il faut commencer aussi à les anticiper pour pas juste les subir quand elles seront d'actualité. On peut voir aussi peut-être une autre version de tout ça, c'est la création de valeur. Et je vais me tourner du coup vers toi, Édouard, sur la partie création de produits et services nouveaux par rapport à des clients dont les attentes changent et des emplacements, des types de produits comme vous avez commencé à développer. Et éventuellement, si vous voyez de votre côté une demande vraiment chez le client final en tant qu'opérateur investisseur. Au niveau du produit qu'on propose à notre clientèle, on essaye d'amorcer une démarche environnementale dès la conception. On la maintient pendant l'exécution et on essaye aussi auprès de tous nos collaborateurs de l'avoir au cours de l'exploitation des établissements. La conception, on est un acteur, on est en tant qu'opérateur, propriétaire et développeur, on travaille forcément avec une multitude de personnes pour un projet hôtelier ou résidentiel. Et je trouve que c'est la démarche collective qui fait qu'on arrive... c'est pour moi les 2 principes de base, en tout cas dans cette démarche-là, c'est 1, la curiosité et 2, le bon sens. En étant curieux, on peut, en discutant avec nos bureaux d'études, avec nos architectes, avec nos décos, trouver des solutions, qu'elles soient techniques ou liées à l'agencement ou aux travaux de secondes œuvres qui sont réalisés, à trouver des solutions qui, sans dégrader le confort de notre clientèle, permettent d'économiser de l'énergie, permettent de
d'utiliser moins de substances nocives. Je vais donner 2 exemples au niveau de la conception. Pour prendre un exemple d'un hôtel que l'on a ouvert récemment à Paris, en discutant avec un bureau d'études, on s'est rendu compte que le concessionnaire Haut de Paris m'a proposé, bénéficier en tout cas depuis des décennies, voire plusieurs siècles, d'un réseau d'eau non potable qui fait 3000 km dans Paris, et qu'en utilisant les échanges calorifiques entre la température de l'eau, on pouvait, entre guillemets, utiliser ce réseau pour chauffer et refroidir l'établissement. C'est quelque chose qui n'était pas forcément connu. Je pense qu'il y a quelques établissements commerciaux dans Paris qui l'utilisent. Mais ça nous a permis d'utiliser cette eau qui était non utilisée, qui était rejetée dans la Seine. 2, ça nous a permis de faire une économie en termes de surface. Et 3, ça nous a permis aussi de faire des économies d'un point de vue financier et de pas être, entre guillemets, obligé soit de couper dans les surfaces nobles de l'établissement, ou de faire appel à des concessionnaires type Climespace pour pouvoir répondre à ce besoin de chauffage et CPCU pour le chauffage et la climatisation. Au niveau de l'exploitation, on essaye de sensibiliser tous nos collaborateurs sur le gaspillage. Donc je trouve qu'au niveau je ne sais pas si c'est le cas de tous les chantiers, mais je trouve que la gestion du déchet, elle est abominable dans le cas des constructions, que ce soit en ville ou dans des zones de villégiature, et on passe notre temps à voir passer des bennes et des bennes et des bennes de tout type de matériaux. Et c'est aussi le cas dans l'exploitation. Je sais pas, la notion même d'amenities, où on se retrouve dans une chambre d'hôtel avec des petits flacons plus ou moins grands, et l'équipe passe son temps à jeter des demi-bouteilles ou des bouteilles. Et je pense que ça a été même augmenté avec le Covid, où chaque chose qui était potentiellement touchée par un client devait être jetée. Donc on essaye de mettre en place des systèmes de refill, on essaye de mettre en place, c'est des petits gestes, mais l'eau par exemple, on essaye d'avoir des purificateurs d'eau. Donc on essaye de, encore une fois, on est un peu, comment dire, allergique à la contrainte, mais par l'équipe et l'émulation collective, on essaye de trouver et de définir comme tu disais, des objectifs et des initiatives personnelles qui puissent être appliquées dans les différents établissements. Ouais. Sans, encore une fois, comment dire, dénaturer le service et le confort de notre clientèle, qui est assez exigeante, mais qui est même très exigeante sur des besoins, entre guillemets, de base. Et du coup, peut-être qu'on peut retourner de ton côté, Solène. Comment est-ce que vous mesurez justement votre progression? Quels sont les indicateurs clés quand on parle d'investissement durable ou de pratiques durables? Qu'est-ce qui peut nous servir à se dire, ouais, on a réussi, on a été bon et meilleur qu'hier? Alors c'est vrai que nous, on a ce formidable outil qu'est l'étiquette environnementale. Donc là, c'est très concret, c'est mesurable, et ça permet surtout de communiquer à nos collaborateurs. Après, on essaie aussi de faire un rapport chaque année avec des chiffres clés. L'année où, par exemple, on a décidé de supprimer tous les savons individuels au profit de grands dispensers, on a calculé qu'on économisait 100 000 savons individuels à l'échelle du groupe par an. Donc voilà, ça c'est un chiffre qui est très concret, et pour le client, et pour les équipes. Et je dirais que les sujets RSE, c'est autant des sujets concrets d'ingénierie, etc., que des sujets de communication. Et là où je pense que nous, on a un rôle à jouer en tant qu'acteurs, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe sur notre communication sur la RSE. Il ne s'agit pas aujourd'hui seulement de faire des petits pas. En fait, il s'agit de complètement renverser la table et de changer la façon dont on travaille. Quand on voit le rapport du GIEC, on n'est pas en train de dire que c'est dans 100 ans, on est en train de dire que c'est nos enfants et nos petits-enfants qui ne vivront pas la même vie que nous. Et comme tu le disais très justement, Johanna, on est par nature une industrie polluante. Donc, nous, on en est même à se dire chez Oco-Hôtel, OK, le confort des clients, il y a des sujets sur lesquels, collectivement, il va falloir qu'on fasse un effort. Et si ça passe par le fait de ne pas avoir 50 petites amenities, parce que quand je vais dans un 4 étoiles, j'aime bien les prendre et les mettre dans ma trousse de toilette, c'est pas grave. Parce qu'il faut que nous, en tant qu'opérateurs, on ait ce courage de dire, voilà, ce choix-là, c'est fini.
Et ce qu'on aperçoit chez nous, et on a beaucoup de chance, mais peut-être que voilà, maintenant les gens sont prêts, c'est que quand on fait des choix assez clivants, la plupart du temps, les clients nous suivent. Et nous, on n'a pas d'impact sur la satisfaction globale de nos clients parce qu'on fait ces choix-là. Bien au contraire, on a des clients qui disent en commentaire « j'ai apprécié la démarche environnementale, etc. etc. » Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aussi nous chatouiller sur des tas de sujets où on n'est pas bon, et tant mieux. Mais en tout cas, voilà, il faut se libérer de ça et il faut se dire que bien sûr, il y a un mix à faire entre le confort, l'esthétique, le fonctionnel, mais c'est à nous d'être partie prenante et de faire ce choix fort en premier. Merci. Marie, tu voulais réagir ? En fait, c'est vrai que c'est assez génial d'entendre ça, parce que vous êtes exploitant, donc vous prenez votre décision seul. Nous, encore une fois, on est intermédiaire. Donc c'est pour ça, nous, on ne peut pas prendre la décision à la place de notre client. C'est pour ça qu'on met en place, nous, ces indicateurs, où aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas très, très bon, pour être honnête, mais justement, précisément pour donner le choix à nos clients, dans ces futurs projets, de choisir soit de favoriser des fournisseurs qui sont engagés, soit carrément d'exclure ceux qui ne sont pas du tout engagés. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Mais peut-être que dans 3-5 ans, ça sera possible. C'est pour ça qu'on commence comme ça. Mais c'est vraiment pour lui donner les moyens de choisir. Et en effet, il faut communiquer. Donc nous, on communique auprès de nos clients avec ces rapports-là qu'on établit par projet et sur l'ensemble de nos fournisseurs. Voilà. Vous avez trouvé un indicateur particulier ou non, plusieurs ? alors non, celui qu'on met en place pour l'instant, c'est ceux qui sont engagés. Comment sont-ils engagés ? Est-ce qu'ils ont l'intention d'être engagés ? Quels sont les types de labels ? En plus, voilà, il y a tellement de labels, il y a tellement de certificats. Donc c'est aussi comprendre ceux qui sont les plus plébiscités, sans pour autant donner de jugement de valeur à ce stade, parce que s'il y en a un qui a choisi, je dis n'importe quoi, Bicorp plutôt que Lucie ou plutôt que PV, probablement qu'il a ses raisons. Nous, on n'est pas encore suffisamment avancé. Et puis surtout, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre rôle. Il y a des agences de notation qui sont indépendantes et c'est justement leur rôle à elles de faire ça. Nous, c'est vraiment un état des lieux, expliquer où on en est la profession aujourd'hui pour lui permettre à elle de progresser, parce qu'il y a plein de fournisseurs qui ne connaissent pas. C'est effrayant. En vrai, c'est effrayant. Tellement il y en a, on pense que ça coûte cher. Et c'est vrai. Ça prend du temps, et c'est vrai. Donc c'est effrayant. Et donc nous, on essaye simplement d'accompagner les clients et les fournisseurs en disant... Oui, c'est un peu flippant, mais il faut quand même y aller, quoi. Donc, on vous aide. Voilà. Une réaction, Bertrand ? Une réaction, nous aussi, on est prescripteurs à notre manière, donc on avance tous dans le même sens. Nous, on essaye de le faire avec beaucoup de pédagogie, où on leur dit, si tu veux qu'on t'aide à acheter cet actif, il faut que tu fasses un audit. Donc, c'est beaucoup de pédagogie, voilà, tu n'as juste pas le choix. Alors, est-ce que ça va te prendre du temps ? La réponse est oui, mais on va t'apporter des solutions. Nous, pour l'ensemble des projets qu'on fait en acquisition, sur 2021, on a quand même acheté 30 hôtels à fin juin. On a mis en place, avec une société nantaise qui est assez connue dans le secteur, qui s'appelle Butterfly, où on fait un audit, je dirais, d'acquisition autour de toutes ces problématiques RSE. Ça coûte 1 000 €. Je regarde Martin. Voilà. 1200, ok. Et à partir de ce moment-là, c'est eux qui font l'audit. Mais le point qui est important pour nous, c'est de pouvoir mesurer cette avancée. C'est-à-dire que tous les ans, on refait un audit, c'est lui qui va le faire, et ils vont le faire, et que nous puissions mesurer, d'abord pour l'entreprise, les clients, les collaborateurs, etc., mais aussi pour nos partenaires, pour accompagner ce développement. Et si jamais nous ne sommes pas proactifs avec eux pour leur montrer que finalement on est sensibilisé sur cette partie-là, c'est eux qui vont nous imposer un cadre et des contraintes qui vont devenir totalement ingérables en termes de temps et en termes de coûts. Donc il y a un vrai travail pédagogique qui doit être fait avec l'ensemble de nos partenaires. Et je le redis, vous, acteurs, vous avez un rôle extrêmement important à aller jouer sur cette partie-là. Je vous repasse le micro tout de suite. Et il y a un des points aussi où on essaye de les accompagner et de les sensibiliser, c'est on pense que la transition écologique va arriver, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, il n'y a pas le choix, mais elle passera certainement à travers une transition qui est liée sur le digital, avec nos clients sur toutes les problématiques marketing, acquisition, avec nos collaborateurs sur la partie formation. Voilà. Donc il y a
des outils importants qui peuvent se faire et qui peuvent être mis en place. Et c'est à nous de profiter quelque part de notre position où on arrive à identifier les meilleures pratiques chez nos partenaires pour les communiquer aux autres. Voilà. Pour ceux qui sont nos partenaires et les autres d'ailleurs, parce que on est tous là et c'est quelque chose qui est magique quand même sur le RSE, c'est que quand quelqu'un a une bonne idée, c'est un peu comme l'open source, il le partage très facilement avec ses collègues. Et notre job et notre mission, elle est là. Je voulais juste te dire par rapport au rôle à jouer, en effet, la loi anti-gaspi qui a été votée, les décrets d'application ne sont pas encore passés, mais une des impositions qu'il va y avoir, c'est l'affichage environnemental du mobilier, mais ça sera le mobilier du commerce, donc pour les Ikea, pour les Maisons du Monde, c'est pas encore pour nous. Sauf que ce qui arrive dans le commerce, ça va pas tarder à arriver chez nous, et là où justement tout le monde a un rôle à jouer, c'est de s'assurer que ce qui va être imposé par l'affichage environnemental soit compatible avec ce qu'on fait nous, c'est-à-dire vous, en vrai, c'est-à-dire du mobilier sur mesure, c'est-à-dire des plus petites quantités. Donc c'est en ça où vous avez raison, c'est qu'en effet, il faut s'impliquer dès maintenant pour pouvoir être acteur de ce qui va inévitablement arriver. Donc voilà, c'était ça. Ça va arriver et du coup, il y a aussi quelques aides qui ont été mises en place dans ce cadre pour faire face à ces surcoûts. Oui, alors il y a une bonne nouvelle, mais comme toute bonne nouvelle, elle a une fin. C'est avant le 24 décembre de cette année, l'ADEME quand même a un budget qui est plusieurs... je pense qu'on est plus proche des 100 millions d'euros. Donc aujourd'hui, si vous êtes accompagné pour les dresser votre dossier, là-dessus, vous avez quand même des budgets à donner. Aujourd'hui, très curieusement, ils ont du mal à trouver des dossiers pour aller verser ces aides. Donc il y a un vrai travail à les faire et je pense que ça va être limité dans le temps. Voilà. L'ADEME, vous avez dû le faire, vous. Il y a eu un premier module sur le tremplin TPE-PME qui, ça y est, c'est fini. Ils ont trouvé dotation pour tous les fonds, mais ça va se relancer prochainement. Donc effectivement, ça, c'est quand même des sujets où il faut se faire accompagner, parce que c'est difficile de remplir seul des dossiers comme ça, surtout si on se lance sur ce type de démarche. En revanche, il y a plein de choses pour financer et des dispositifs type étiquette environnementale, des sujets sur la formation anti-gaspillage, zéro plastique, enfin plein d'initiatives. Et en tout cas, dans ce qui était prévu, c'était le financement de ces démarches et en plus le financement du temps homme dans vos équipes. Parce que nous, ce qu'on observe chez Eco-Hôtel, c'est qu'on arrive à bien équilibrer ce qui coûte de l'argent, ce qui n'en coûte pas, et ce qui permet de faire des économies de façon à continuer à avancer. En revanche, il y a un truc qui est réel, c'est le temps que ça prend aux équipes en interne de réfléchir sur ces sujets-là, de se renseigner. Donc c'est très bien que du côté de l'ADEME, il y ait eu une prise en compte aussi de ce temps homme qui est nécessaire. Il me semble que chez BPI France aussi, il y a des prêts dédiés, que ce soit pour le BFR, pour faire face à ce temps et aux besoins d'investissement hommes, et également des investissements plus structurels. Donc c'est des offres intéressantes, effectivement parfois un peu complexes à aborder, mais qui valent le coup. Il y a aussi un contrat qui est subventionné pour ce type de mission qui s'appelle le VTE Vert, qui peut permettre d'avoir quelqu'un avec une subvention qui est vraiment dédiée à ces sujets dans votre entreprise. Donc c'est le type de sujet auquel il est intéressant de jeter un œil. Je pense qu'on va arriver à la fin de notre temps de parole, mais on voulait vous laisser un peu de temps pour d'éventuelles questions dans l'audience, si vous en avez. Merci. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Juste une petite question, est-ce qu'on sait finalement ce que les hôtels ont comme impact les plus lourds sur l'environnement? Parce qu'une des manières de peut-être prioriser, c'est de savoir par où commencer. Je prends un exemple du travail qui avait été fait dans le cadre de l'exposition à l'Arsenal, sur lequel on mettait vraiment en avant la consommation d'eau. Voilà. Est-ce que finalement, il y a une sorte de ranking qui a été établi et savoir qu'est-ce qui a impacté le plus, pollué le plus dans notre métier d'hôtelier? C'est... Je suis désolé, je suis peut-être un peu dur comme première question. Non, mais merci Jérôme. Tu peux retirer ton masque maintenant, on t'a reconnu. Alors...
J'ai envie de dire ça, non, ça dépend, puisque évidemment, un hôtel dans Paris, un hôtel à Nice vont pas avoir forcément le même impact et avec les mêmes priorités. Ce qui revient beaucoup, c'est la climatisation et l'énergie liée au rafraîchissement, réchauffement, et le gaspillage d'eau, puisque les clients n'ont pas du tout les mêmes comportements à l'hôtel que chez eux. Donc effectivement, ça c'est deux gros sujets. Après, il y en a d'autres qui sont liés au gaspillage alimentaire, évidemment, et à ce qu'on propose aussi à nos clients dans leurs assiettes au quotidien, qui est un vrai enjeu dont on parle peut-être un peu moins, mais qui compte aussi. Mais encore une fois, ça va dépendre vraiment du positionnement de l'hôtel. Je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui travaillent sur des hôtels dans le sud de la France sans climatisation. Ils réfléchissent à l'exposition, aux matériaux utilisés pour la construction, etc. Parce qu'effectivement, ça fait vraiment partie des enjeux, et c'est des choses qui sont possibles à faire. Il faut juste déjà y penser, vouloir, et peut-être s'opposer aussi parfois à quelques règles standards de franchiseurs qui voudraient qu'on ait peut-être la clim ou que ce soit à l'hôtel, etc. Mais dans tous les groupes, je sais qu'il y a des personnes qui commencent à remettre ça aussi en cause. C'est une bonne question pour IAG ou Accor. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut devenir franchisé sans mettre la clim dans un hôtel dans le sud ? J'ai levé la main avant que tu le dises. Alors, Arnaud, s'il te plaît, réponds à la question. D'accord ? Non, j'y vais. Ouais. Non, mais en fait, la vraie question, enfin, c'est une excellente question, c'est déjà par où on commence. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des études d'acceptabilité ? Et c'est vraiment ça le sujet. Qu'est-ce que peut accepter un client dans un hôtel ? Donc, on a déjà commencé avec les serviettes, on a évidemment les amenities, c'est des choses qui ont été mises en avant. Et aujourd'hui, la climatisation dans un hôtel est un vrai sujet. Et est-ce qu'on peut accepter ça ? Oui, il y a des standards aussi suivant les pays, suivant les marques, mais c'est quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on puisse travailler. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a aussi des choses internationales qui ont été travaillées, c'est des études qui ont été faites sur l'acceptabilité des clients, sur le fait d'avoir juste du rafraîchissement, quelques degrés de moins par rapport à l'extérieur. Est-ce que ça, il y a des études là-dessus et des choses qui ont été faites ? Je ne pourrais pas vous répondre au niveau des études, mais au niveau de l'expérience de notre clientèle, qui est assez diverse en termes de nationalité. Chaque nationalité n'a pas forcément les mêmes attentes en termes de climatisation. Je pense que les pires au monde sont les Américains. Donc eux veulent de la climatisation même quand les fenêtres sont ouvertes, dans des zones où il fait très chaud, comme Saint-Barthélemy. Et nous, ce qu'on essaye de faire, on est un peu à la bordure du politiquement correct, mais on essaye de diminuer la température affichée par rapport à la température ressentie. Donc ça fait quelque chose qui... Donc l'Américain reçoit énormément de froid dans la pièce. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye aussi de mettre des contacteurs sur les fenêtres ou sur les portes. Et qu'une fois la porte ouverte, la climatisation s'éteint. Après, au niveau de... Parce que quand on regarde, pour répondre un peu à la question précédente, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un bilan de puissance et on voit grosso modo où la puissance maximale est utilisée dans un établissement. Donc, et bien sûr, il y a la clim, et puis il y a les zones techniques type cuisine professionnelle, buanderie, etc. Donc, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'avoir un mix en termes d'énergie utilisée. Et quand on trouve des optimisations type l'eau potable de Paris ou de la thalassothermie, on essaie de la mettre en place. Ouais. Alors, moi, je pense sincèrement qu'on n'en est même plus là, à se poser la question de l'acceptabilité côté client, parce que de toute façon, on ne va plus avoir le choix. Et en tout cas, sur nos développements en neuf et nos rénovations, on ne peut plus faire comme avant. Enfin, ce serait vraiment une hérésie, ce serait vraiment aller dans le mur. Et on se rend bien compte que dans certains contextes, sur certains marchés, même les clients internationaux, ils acceptent certaines choses. Nous, très régulièrement, on voit dans les commentaires clients de nos hôtels parisiens des clients américains qui disent « Ok, en fait, la chambre, elle est pas très grande, mais franchement, pour Paris, ça passe. » Parce qu'ils savent très bien qu'à Paris, le foncier disponible, il est complexe. Et donc, ils acceptent à Paris que les chambres soient toutes petites, même si, chez eux, ils ont l'habitude du plutôt 40 mètres carrés. Donc, on voit bien qu'au bout d'un moment, ce n'est pas ça qui va faire que les clients ne vont plus venir. Parce que ça va être une lame de fond et on ne va pas avoir le choix. Donc,
Je dirais plutôt que se poser la question de l'acceptabilité, se poser la question de la communication et de comment on le fait. Est-ce qu'on fait tout d'un coup, enfin évidemment que je dis ça, hein, mais je n'ouvrirai pas demain un 4 étoiles sans clim avec des toilettes sèches, hein, j'en suis pas là, mais il y a certains sujets sur lesquels il va falloir avoir du courage, il va falloir le faire collectivement et il va savoir pouvoir l'expliquer à nos clients. Donc oui, on va tous se regarder en se disant qui va en premier. Bah ouais, peut-être. Mais en tout cas, il va bien falloir qu'il y en a qui y aillent. Sinon, on s'en sortira jamais. Jusqu'à ce que ça devienne purement réglementaire. Et là, on n'aura plus le choix. Ah, non, pardon, je reste là. Alors, je suis d'accord, oui. Est-ce qu'on a le droit de chauffer nos hôtels dans le nord, en Scandinavie ou en nord de France? Oui, on peut chauffer et oui, on peut faire la clim dans les hôtels du sud. Juste pour revenir, bien évidemment, on va le faire, mais c'est une des premières plaintes clients qu'on a, c'est le manque de clim, et pas que dans le sud de la France, mais même dans le nord, avec les changements climatiques, les clients se plaignent tout de suite s'il fait 35 degrés la nuit dans les chambres d'hôtel. Donc ça, c'est quelque chose. En revanche, il y a tellement d'améliorations techniques encore à trouver dans les hôtels, que c'est incroyable le nombre de fois qu'on arrive dans une chambre et il se fait glacial quand on arrive dans une chambre parce que c'est un climat unique pour l'ensemble de l'hôtel et c'est tout à fait possible que le PMS de l'hôtel peut être branché sur le chauffage ou la climatisation de l'hôtel. La chambre est vide, on coupe le chauffage, on coupe la clim, tout ça, ça doit être automatique. Et il y a tellement d'améliorations à trouver que juste se dire dogmatiquement arrêtons la clim, arrêtons le chauffage, arrêtons tous, restons tous à la maison chez nous, ne voyageons plus, et comme ça, tout ira bien. Pour moi, il y a énormément de trucs à faire pour améliorer encore et réduire tout l'empreinte carbone. Franchement, la future n'est pas si négative que ça. Je pense que ça, on en a tous conscience. Là où je pense qu'on a aujourd'hui besoin d'aide en tant qu'exploitant, c'est véritablement sur les personnes qui détiennent ces solutions techniques. Ça rejoint la question de Jérôme. En fait, le premier sujet, c'est l'efficience énergétique d'un bâtiment. Alors, c'est beaucoup plus facile à piloter en neuf qu'en réhabilitation. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on sent bien quand on discute avec nos chers amis les promoteurs immobiliers que les labels, ça va. La conception 100% efficace de demain, avec effectivement des solutions sur la clim, sur le chauffage, qui soient le moins impactantes possible sur l'environnement. Ils y réfléchissent, mais les solutions ne sont pas encore là. Donc je pense que nous, on a ce rôle-là, en tant qu'investisseurs exploitants, à jouer pour les faire accélérer, de même que sur les prestataires d'équipement, il semble commencer à y avoir une prise de conscience. C'est là où c'est l'évolution de toute une filière et pas juste d'un certain acteur dans son coin. Et j'ai l'impression, mais vous me direz, que justement le client est par rapport à l'acceptabilité. J'ai l'impression que le client aussi a une prise de conscience sur la cohérence de l'ensemble, en fait. Je me demande si ça devient de moins en moins acceptable d'avoir un bâtiment LEED ou BREEAM et on fait absolument pas gaffe justement au mobilier ou alors à la nourriture. Et en fait, ou alors juste on a le petit carton de la serviette, la mettez pas là. Enfin, pardon, mais s'il y a que ça, je trouve que... Enfin, je pense que les clients pensent que c'est de moins en moins acceptable et qu'en fait, on attend de plus en plus... Enfin, je sais moi, par rapport aux clients, une espèce de cohérence et de cette prise de conscience que ça ne peut pas être juste une posture, que si on se lance là-dedans, il faut essayer d'aller jusqu'au bout de la proposition. Mais je pense que toi, tu confirmes, parce que c'est vraiment vos clients, ils vont chez vous pour ça, en vrai. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas pour Accor, sur toutes ces marques, je ne sais pas. Mais, non, mais il y a un enjeu de cohérence. Nous, notre claim, c'est pas l'écologie demain ou c'est 4 étoiles et aucun nuage. Donc on vend malgré tout un certain standard d'hôtellerie. Et après, les clients ont peut-être la bonne surprise de trouver chez nous ce mix d'un peu d'écologie et de confort. Mais pour autant, ça ne me viendrait pas à l'idée demain de faire un concept uniquement 100% écolo, parce qu'encore une fois, on vend du voyage, on vend du rêve, on vend de l'hospitalité. Et effectivement, si on est 100% écolo, on reste chez soi en vacances et puis on ne bouge pas. Donc on a tous vraiment une démarche à faire. Et ce qui est certain, c'est que plus tu vas vers la communication positive vis-à-vis du client, pas la culpabilisation, où on explique, où on prend le temps, où on fait de la pédagogie, plus ça a de sens et plus ça risque de bien passer et d'être bien perçu.
Merci. Peut-être ça me faisait penser aussi, en regardant l'endroit où on est, par rapport à la climatisation. La réponse est non. Si on ne met pas de climatisation dans la chambre dans laquelle je suis, je dors pas. Mais, ce qui me faisait penser aussi, et c'est vraiment un sujet qui est, en tout cas, qui m'intéresse, qui me passionne, c'est la notion même d'architecture. Est-ce que si demain ce bâtiment serait à repenser, je pense qu'on le ferait différemment, mais je trouve que l'architecte a un rôle aussi très important, pas uniquement au niveau des matériaux, mais au niveau de sa conception architecturale. Et comment dire, on parle de design, on parle de quasiment d'art, mais où on peut aussi intégrer cette dimension-là en faisant du beau, mais en faisant dans sa conception du renouvelable. Ouais. Effectivement. Enfin, sur le bâtiment, il y a plein de choses à dire. Ça peut même être l'objet de la prochaine conf l'année prochaine. D'abord, c'est sûr que la construction du bâtiment, il va falloir y mettre de plus en plus d'intelligence qui est liée au digital. Encore plus à l'arrivée d'un truc que je dois vous avouer que j'ai du mal à appréhender, qui est le décret tertiaire qui va être mis en place en 2022. Où j'ai toujours pas très bien compris qui va payer, si c'est le propriétaire des murs ou si c'est le propriétaire du fonds de commerce. Donc, en tous les cas, il y a des enjeux, des contraintes énormes qui vont arriver sur cette partie-là pour remettre à jour le bâtiment. Ça va être du temps et ça va être un centre de coût qui va pas falloir négliger. Et là aussi, il va falloir qu'on soit proactifs tous ensemble avant qu'on nous impose des lois qu'on ne pourra pas maîtriser. Voilà. Autant il y a un an ou 2 ans, on parlait surtout des hôtels lifestyle et de créer des lieux de vie dans nos établissements. J'ai la perception qu'aujourd'hui, l'un de nos soucis, c'est surtout créer des hôtels qui vont être totalement hybrides, avec des lieux où en même temps, le client local va pouvoir venir, mais en même temps, la personne qui arrive et qui est en télétravail va pouvoir s'isoler. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que je fais de ce bâtiment dans 15 ans parce qu'il va être has-been et finalement, il va falloir que je le transforme sur... Voilà. Donc, finalement, je ne sais pas si... pour toucher sur une touche positive, mais il ne faut pas quand même... gaspiller cette crise grave qu'on vient de passer, parce que c'est quand même une opportunité incroyable pour nous remettre en question et faire des choses impossibles qu'on n'aurait jamais réussi à faire dans cette période. Donc c'est le moment quand même de revoir beaucoup de business models et de réfléchir à l'hôtellerie de demain, quoi. Voilà. Même si je n'ai pas encore les idées extrêmement claires, comment ça doit se passer. C'est un autre thème de conf, ça. Merci beaucoup Bertrand. Et je voulais effectivement clôturer sur une note positive, c'est on est un secteur, on l'a dit, qui pollue, mais on est aussi un secteur qui vend du rêve, qui a toujours vendu du rêve, et je pense que c'est un secteur qui a le potentiel de créer de nouveaux types de rêves et de nouvelles aspirations pour tous nos clients, leur faire rêver d'autres choses différemment pour créer un futur qui ne soit pas juste des contraintes liées à moins de pollution, etc., mais de nouveaux modes de voyage, de consommation, de gastronomie aussi. Donc, un secteur qui reste toujours aussi beau et aspirationnel. Donc merci beaucoup pour votre participation et pour vos questions. Et merci Yumna.